Bonjour à toutes et à tous, bonne année et bienvenue pour Ici c'est Genève, une nouvelle émission, première de l'année 2019 avec deux invités. Blaise Bugil, bonjour d'abord. Bonjour Lionel. Nos invités sont présents au Genève Servette Hockey Club depuis presque plus longtemps que tous les joueurs. Je crois qu'il n'y a pas de joueur qui est là depuis plus longtemps qu'eux. Ça serait difficile vu qu'une carrière de joueur de hockey sur glace n'est pas si longue. Tout d'abord, Louis Matt, entraîneur assistant de Chris Maxorley. Mais Louis Matt, vous étiez déjà là en 1997, c'est-à-dire avant l'arrivée du coach actuel. Et puis Jimmy, autrement dit Aurélien Homer, responsable du matériel. Alors vous, ça fait 16 ans, presque 17 ans que vous êtes là. Messieurs, bonjour. 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 Bienvenue messieurs, on va faire un petit tour d'horizon sur les matchs qui ont eu lieu depuis la dernière émission, c'est-à-dire fin 2018. On va terminer par le match qui a eu lieu mardi soir face au SC Berne, avec forcément un match qui s'est terminé sur les grincements de dents, mais on reviendra là-dessus dans ces reflets de match. Voici ce qu'il s'est passé si vous avez manqué les matchs depuis fin 2018. D'une pause de l'équipe nationale à l'autre, Genève Servette a fait preuve d'une constance accrue, remportant 6 victoires contre 2 revers et en passant du 8e au 6e rang de Ligue nationale, à mettre en exergue 2 succès face au Lausanne Hockey Club, d'abord au Vernet 4-2, puis à la patinoire provisoire de Malais 2.0, le score 4-3 après les tirs au but. Les joueurs de Chris Maxorley ont ainsi fait oublier le 7-1, cette déconvenue subie début décembre. Des victoires plus courtes, mais précieuses, avec 5 points récoltés sur 6 possibles face aux rivaux lémaniques. Le retour au jeu du défenseur suédois Henrik Tömmernes et de l'attaquant américain Jack Skelly y ont contribué. Autre sujet de satisfaction, la première victoire sur Zug depuis 3 ans. 3-2 après prolongation face à l'ex-gardien grenat Tobias Stefan et ses coéquipiers de Suisse centrale. Tout ça pour le dernier match à domicile avant Noël. Un joli cadeau pour les Servettiens et leurs supporters. Le début d'année est également très réussi avec 2 victoires pour commencer. Plus de 6600 spectateurs assistent à la nette victoire sur le HC Lugano 6-3 le 5 janvier. Un succès suivi par un autre dans les Grisons 4-3 sur le HC Davos. 10 buts marqués en moins de 24 heures qui valent 6 points. Le tableau serait presque idyllique sans la blessure de Martinson, chargé dans le dos par Marc Vizère, une charge sanctionnée d'une suspension de 3 matchs seulement. Satisfaction moindre, mais satisfaction tout de même, 6 jours plus tard au Vernet, face à Rapperswil-Jona, la lanterne rouge, après 2 défaites en autant de matchs. La 3e tentative est la bonne. Les Grenats l'emportent 3-2, mais après prolongation seulement. C'est le seul bémol, 2 points tombent dans l'escarcelle Grenat au lieu des 3 espérés. Mais le signe indien a été vaincu face à une équipe peau de banane. En fin de compte, les joueurs de Chris Maxorley ont augmenté leur capital de 16 points au cours des 8 matchs qui se sont joués depuis la mi-décembre. On en espérait 2 de plus. C'était sans compter sur une défaite concédée mardi soir face à Berne. Une défaite qui fait mal. Les Aigles menaient par 3 buts d'écart face aux Ours de la capitale fédérale à un quart d'heure de la fin, avant de s'incliner après prolongation. Voilà messieurs, mardi soir c'était cette rencontre. Alors moi pour tout vous dire, ce soir-là il fallait que je me couche tôt et quand je suis allé me coucher, j'ai vu 4-1. Je me suis dit youpi tralala. Le lendemain matin on m'a dit non mais t'as pas vu les résultats, t'as pas vu ce qui s'est passé après. Comment vous l'avez vécu à la patinoire des Vernets? Évidemment vous allez me dire mal, mais qu'est-ce qu'on ressent au fond de soi? Louis? Je dirais beaucoup amer après le match, parce qu'on gagnait quand même 4-1 après 2 périodes. Et puis, je pense qu'on faisait un bon match. On arrivait à bien maintenir Berne. Et puis, c'est sûr que la 3e période, c'était plus compliqué. Et puis, on perd en overtime. Donc, on ramasse quand même un point. Mais c'est vrai que tout était sur le plateau après 2 périodes pour ramasser les 3 points. Tous les feux étaient ouverts. Exactement. Jimmy, de ton côté, parce que toi, tu suis tous les matchs depuis le banc des joueurs, donc tu es leur supporter numéro 1, on peut dire, en plus d'être leur nounou. Comment on vit ça avec l'équipe? Là, c'était assez frustrant parce que, je veux dire, c'était comme ils disent au Québec, un home run. Je veux dire, on était assez tranquille à 4-1 et puis malheureusement, après, ça s'est gâté, quoi. Mais c'est comme ça, hein, ça fait partie de la beauté du sport. Ça nous fera apprécier la prochaine victoire. Une fois qu'on mènera 4-1 et qu'on gagnera, on se rappellera de celle-là, on sera content. C'est cela. Tranquille, après le 4-1, peut-être trop tranquille, Louis Matt? Non, je pense pas. C'est pas que c'est un surplus de confiance. Je pense que
On aurait pu tuer le match sur des occasions, marquer le 5e but, et puis on n'a pas été capable de le faire. Et puis ensuite, on a pris 2 mauvaises pénalités. Et puis ça a permis à Berne de revenir dans le match. Et puis il y a eu cet incident, un shoot très très violent sur le casque du gardien Robert Mayer, un peu sonné. Il vous a dit que ça allait bien. Est-ce que vous pensez que ça a pu avoir une incidence sur les dernières actions, peut-être quelques actions décisives? Écoute, il faut faire confiance aux joueurs. C'est lui qui le ressent sur la glace. Il dit que ça allait. Et puis, c'est vrai, c'était plus compliqué à la fin du match. Et puis, lui-même ressentait un peu de douleur à la fin du match. Mais c'est des si. Mais si on avait marqué le 5e but, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Bon, on va revenir aussi sur les différentes actions qui ont eu lieu durant cette fin d'année 2018 et début d'année 2019. Mais moi, je relève une chose, c'est le match avec les Peluches qui s'est joué à guichet fermé. Et ça faisait très longtemps qu'on attendait ce moment-là à la patinoire des Vernets. Et ça faisait longtemps qu'on n'entendait pas « Ah, il n'y a plus de place. Faut vous débrouiller, mais il n'y a plus de place. » On ressent à l'intérieur de l'équipe, et je vais peut-être m'adresser à Jimmy, ce renouement des supporters avec les Aigles. Bah, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de jouer devant la salle comble. Après, les joueurs le savaient. De toute façon, quand l'opération des Peluches est très souvent un gros événement à Genève, donc les gars étaient excités pour ça. C'est des beaux moments, et puis ça permet aussi de partager beaucoup de choses avec le public, quoi. Ils sont plus impliqués dans le match qu'un match normal, finalement. Donc c'est bien pour les gens, c'est bien pour nous, et ça ramène... Ça relance la machine. Ça relance la machine, exactement. Bon, tout à l'heure, on parlait du gardien, mais on va, dans nos petites chroniques, revenir sur les différents règlements. Et il y a un règlement qui est le retarder le jeu. Alors, on va vous expliquer dans Ici c'est Genève ce qu'est le retardement de jeu. Mais Louis, dans un instant, nous apportera une précision, parce que ce retardement de jeu, il a évolué il y a quelques années, avec notamment une règle en plus pour le gardien. On regarde ça. De multiples raisons peuvent envoyer un joueur sur le banc des pénalités pour avoir retardé le jeu. La première cause de retard dans le jeu consiste à envoyer le puck en dehors de la surface de jeu. Un gardien ou un joueur de champ qui tire le puck directement en dehors de la surface de jeu, à n'importe quel endroit de la patinoire où il y a des verres de protection, se verra infliger une pénalité mineure de 2 minutes. Ici, on voit le gardien de Zouk tenter de dégager le puck le long de la bande. Malheureusement pour lui, son tir part directement dans les gradins. Le gardien écope donc de 2 minutes de pénalité, qui seront purgées par un joueur de son équipe. Autre risque de retarder le jeu, lors des engagements. Si l'arbitre doit signaler 2 fois de suite que l'engagement est incorrect, le joueur fautif sera pénalisé. Sur cette séquence, le juge de ligne signale une première fois à Cody Almond que son engagement n'est pas correct et l'avertit. Les joueurs se remettent en position, et l'attaquant genevois ne respecte pas les procédures d'engagement une deuxième fois. Le juge de ligne siffle et envoie le joueur fautif sur le banc des pénalités pour 2 minutes. Depuis cette année, les gardiens peuvent également être punis pour avoir retardé le jeu s'ils gèlent le puck inutilement. On voit ici le puck arriver sur le gardien de Rapperswil. Plutôt que de l'envoyer vers l'un de ses coéquipiers immédiatement, le gardien temporise avant de poser sa mitaine sur la rondelle. Les arbitres jugent que c'était évitable et sanctionnent donc le gardien de 2 minutes de pénalité afin de garantir la fluidité du jeu et de limiter les arrêts de jeu évitables. Alors, dans le retardement de jeu, il y a Louis, l'entraîneur qui peut être pénalisé aussi pour retardement de jeu. Il y a plein de personnes, finalement, plein de membres de l'équipe et de son entourage qui peuvent être pénalisés. Mais une nouvelle règle qui a été mise en place autour du gardien. Tu peux nous expliquer ? Ouais, c'est une règle qui a été, je dirais, sanctionnée cette saison par la Ligue. C'est-à-dire que si le gardien arrête le puck, il n'y a pas de pression sur lui, il y a possibilité de jouer le puck, il doit jouer le puck. Mais pas jouer le puck en donnant un avantage de jeu, jouer le puck en le donnant à un coéquipier pour aller de l'avant. Et puis, s'il ne le fait pas au début de match, il est averti, il y a un avertissement. Et puis après, si ça se reproduit, il y a 2 minutes de pénalité pour avoir retardé le jeu. D'accord. Donc ça, quand tu dis c'est une sanction qu'on a eue, c'est que c'est quelque chose qui pénalise toutes les équipes, ou c'est finalement c'est un avantage parce que ça donne du rythme? Ouais, c'est parce qu'ils veulent accélérer le match. Comme il y a une autre règle, c'est les face-off, les engagements. Donc, c'est un autre règlement qu'ils ont mis à l'œuvre pour accélérer les matchs. Et puis, pour le gardien, c'est sûr que c'est difficile. Et puis, je dirais que ça demande un grand jugement de la part des arbitres
qui est parfois difficile. Qui devient subjectif. Blaise, on va continuer à parler de cette équipe des Aigles qui nous ont fait rêver, notamment en début d'année. Absolument, puisqu'il y a eu 4 matchs consécutifs gagnés. Alors déjà, la dernière semaine de l'année était plutôt positive, vu qu'il y a eu 2 victoires, 1 défaite. Mais les 4 premiers matchs de l'année se sont soldés par 4 victoires, 10 points. Qu'est-ce qui a changé entre la fin de l'année passée, le début de cette année, pour qu'on arrive à décoller à ce point-là? Est-ce que c'est uniquement les adversaires qui étaient moins bons, ou bien est-ce que vraiment il y a eu chez les Aigles un envol? Il sait nous vendre du rêve. Hein. Ils sont très genevois, j'ai remarqué. C'est quand on gagne, c'est les autres qui n'étaient pas bons. Et quand on perd, c'est nous qui étions nuls. Non, mais vu le classement de ces équipes. Quand tu regardes le classement des équipes, il n'y a pas un match qui est facile. Tout le monde est serré entre la 3e et la 10e position. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des équipes faibles. Je pense que ce qui a aidé grandement depuis la fin décembre et puis le début janvier, je pense que c'est le retour de Wingels avec la ligne de Richard. On le voit, il marque à tous les matchs. Il avait été blessé au quoi? Premier, 2e match? Premier match, après 13 minutes, il y avait une fracture de la mâchoire. Il était revenu, il avait fait, je crois, 2 ou 3 matchs. Il était blessé une cheville. Et puis, là, maintenant, il est de retour. Et puis, je pense que c'est une part du succès. Après, nos gardiens ont fait d'excellents matchs. C'était, je dirais, la 2e raison. Et puis, je dirais qu'on se pose beaucoup moins de questions. Notre powerplay marche très bien. On prend moins de pénalités. Je pense que c'est plusieurs facteurs qui font que l'équipe performe. Et puis, il y a une statistique qui est intéressante. Genève Servette est l'équipe dans le championnat de Suisse de Ligue nationale qui a tiré le plus au but. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, je pense que c'est un peu en fonction de notre système. On est capable de travailler dans la zone adverse très low, en profondeur. Et puis, on amène le puck après vers nos défenseurs, ce qui nous permet d'avoir des meilleures chances de tir que toujours garder le puck en bas de zone et puis d'essayer de battre le joueur en 1 contre 1. Je pense que c'est la différence de notre système qui nous amène à mettre plus de puck au but. Et puis, vous avez vécu la saison dernière une année sans Chris Maxorley à la bande. Est-ce que ça a permis peut-être chez lui une certaine réflexion? Quel Chris Maxorley est-ce que vous avez retrouvé après? Le même et pas le même. Disons que c'est sûr que quand tu restes une année de côté, que tu n'es pas à la bande, ça te permet aussi de regarder le match différemment. Ça permet aussi de te remettre en question et puis de faire des ajustements dans ta manière de voir les choses. Et puis, il y a des choses qui... je veux dire, je pense qu'il y a des choses qui n'arrivera pas à... Il va toujours rester lui-même. Et puis, mais dans... J'aime bien, c'est le rictus de Jimmy au moment où il a dit « il va toujours rester lui-même ». Alors, ça voulait dire quoi, le rictus? C'est clair, c'est quelqu'un qui change pas... je veux dire, il a un caractère fort et il est comme ça, il pourra jamais changer. Comme Louis a le sien, moi j'ai le mien. C'est difficile d'aller contre nature, quoi. Pardonne-moi, lui, je t'ai interrompu. Donc il va toujours rester le même. Mais je dirais de manière du système de jeu, il y a des choses que oui, qu'on a changé et puis qu'on a amené, je dirais, on est obligé aussi de se fondre par rapport aux autres équipes, la manière de jouer. Hein. Le jeu évolue toujours. Et puis, les systèmes évoluent. Il y a des nouvelles manières de voir les choses. Et puis, quand tu es entraîneur, il faut te remettre en question. Bon, alors, on parlait il y a quelques instants des statistiques du Genève Servette Hockey Club, justement, pendant que vous regardez les matchs sur... Mais je trouve qu'il a regardé les statistiques, mais il aurait pu regarder d'autres statistiques. On a quand même le meilleur powerplay de la Ligue, qui est important de le dire. Mais je pense qu'il n'était pas cliqué au bon endroit sur le site Internet. Justement, on va lui expliquer comment ça fonctionne grâce à Matteo Detra. Il va nous expliquer qui sont les personnes qui font fonctionner toutes ces statistiques et comment on vous amène ces statistiques, notamment lorsque vous regardez les matchs sur MySport que l'on salue au passage. Matteo Detra. Aujourd'hui, on va donner un rapide aperçu, une rapide explication des statistiques qui sont affichées à la fin de chaque tiers sur le Vidéotron. Il faut savoir à cet égard qu'il y a un ensemble de techniciens, de statisticiens
qui travaille à récolter les informations du jeu pour ensuite les mettre dans un système de données pour ensuite les transférer aux entraîneurs de chaque équipe et à la ligue. Aujourd'hui, on va parler de 3 statistiques principales que sont les tirs au but, les engagements en zone défensive, offensive et en zone neutre et les minutes de pénalité. Le nombre de tirs au but par équipe mesure le degré de pression que chaque équipe a été capable de mettre sur le gardien adverse. Les seuls tirs au but qui sont comptabilisés dans les statistiques sont ceux qui, si le gardien n'avait pas été là pour bloquer le puck, seraient rentrés dans le but. C'est-à-dire qu'il faut enlever tous les tirs qui sont allés sur le poteau, tous ceux qui ont loupé la cage ou tous ceux qui se sont fait bloquer par un joueur adverse. Le pourcentage des engagements gagnés est mesuré en fonction du nombre total d'engagements qu'il y a eu en zone défensive, en zone neutre et en zone offensive. Ces statistiques, elles sont particulièrement importantes pour savoir quelle équipe est capable de prendre le contrôle du match directement à la suite d'un engagement et également quand elles sont en situation de powerplay ou de boxplay, tout en sachant qu'en situation de powerplay, l'équipe qui gagne l'engagement a directement le contrôle sur le match, sur le jeu et peut agresser plus facilement le gardien adverse, alors qu'en situation de box-play, elle est plus vite capable de se dégager, de respirer, de tuer la pénalité. Le nombre total des minutes de pénalité par équipe montre le temps que chaque équipe a passé soit en box-play, soit en power-play. Et c'est assez intéressant pour savoir si une équipe a un bon power-play ou un bon box-play, parce qu'on regarde combien de buts elle a été capable de marquer en fonction du temps qu'elle a eu de powerplay ou combien de buts elle n'a pas pris quand elle était en box-play. On a été un peu superficiel en traitant des statistiques parce qu'on a évalué que 3 statistiques alors qu'on aurait pu prendre en compte toutes celles qui portent sur le joueur. Mais j'espère que ce dont on vous a parlé ce soir, ça vous a déjà intéressé et ça vous a donné envie de mieux apprécier vos matchs quand vous reviendrez au Vernet. Lui ne suit pas les statistiques de match, mais il a ses statistiques à lui, c'est-à-dire qu'il connaît les pointures de chaque joueur, il connaît les habitudes de chaque joueur, il connaît chaque joueur par cœur. C'est Jimmy qui a célébré son 1000e match, c'était en tout début d'année, 1000 matchs pour Jimmy, 1000 matchs professionnels. Quels sont les matchs qu'on compte pas ? En gros, là, c'est 1000 matchs pro. Ça veut dire que c'est depuis que je fais que ça, donc depuis l'âge de 18 ans, jusqu'à aujourd'hui, sans compter les matchs de play-off, sans compter l'équipe de France, sans compter les matchs amicaux, etc. C'est toi qui coches ? Non, c'est l'association des chefs matériels qui s'occupe de ça. C'est une association qui est basée aux États-Unis, qui compte, qui nous demande à la fin de chaque année combien de matchs on a travaillé, combien de matchs étaient prévus et combien on a travaillé, et qui garde les comptes pour nous, et qui les ont transmises à Chris et à la direction du club pour les informer que j'allais passer le cap des 1000 matchs pro. T'as déjà manqué un match ? Oui. J'ai pas l'impression d'avoir vu une fois. C'était quand ? Ouais, c'était quand ? J'ai manqué un match pour la naissance de mon fils aîné. Donc un match à Berne. Ouais, un match à Berne, en play-off. Et j'ai manqué un match au Vernet contre Zurich en play-off aussi, où tout le monde était malade. Ce fameux match où on avait beaucoup de gens malades qu'on avait gagné assez facilement. Moi, j'ai dû rentrer. Et j'ai manqué un match parce que je me suis bloqué le dos pendant les playoffs contre Lugano. C'est les playoffs, moi, ça me met trop de pression. Ouais, puis c'est les matchs qui comptent pas dans le classement. Ouais, ça sert à rien du tout. C'est ça. Exactement. Jimmy me disait également que tu participais en tant que chef de matériel de l'équipe de France. Ouais, j'ai fait l'équipe de France de 1999 à 2013. J'ai arrêté. Et je recommence là pour les prochains championnats du monde à Košice avec l'équipe de France de nouveau. J'ai pris un petit break. Mais jamais de JO. J'ai fait les JO. J'ai fait les JO, bien sûr. Il n'y a pas un JO où tu as dû rentrer et... Ouais, Nagano. Voilà. J'ai fait les Jeux de Salt Lake City. Et Nagano, en fait, donc 98, c'était la première fois que je serais allé en équipe de France. Je suis tombé malade. J'ai attrapé la rougeole à 20 ans. Et ils s'en sont rendus compte, en arrivant à l'aéroport au Japon, où j'ai la caméra thermique a vu que j'avais de la fièvre. Du coup, le demi-tour. Rentrer à la maison, un petit aller-retour. Ça rigole pas. Non, ça rigole pas trop. Ça rigole pas du tout. Alors, 17 ans presque à Genève Servette comme chef matériel. Comment la relation avec les joueurs a-t-elle évolué, si évolution il y a eu? C'est sûr que maintenant, j'ai plus l'âge de leur... peut-être pas de leur père, mais de leur tonton. Donc, les relations sont plus les mêmes. Avant, j'ai passé beaucoup de temps avec les joueurs. J'étais plus proche des gars, c'est-à-dire pour aller manger, pour sortir un peu, même s'ils sortent pas beaucoup. On a passé beaucoup de temps dans un établissement à côté d'ici, là, qui n'existe plus. On est beaucoup sortis. Puis après, c'était aussi une autre époque où le hockey demandait peut-être un petit peu moins de professionnalisme qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la relation, elle est très bonne, mais c'est plus la même chose, quoi. C'est un peu plus professionnel.
Alors, on va te demander de balancer. Lequel est le plus fêtard? Et il n'y a plus de fêtards. C'est ça qui est triste. Le hockey, on l'a viré. ouais. Le hockey, il n'y a plus de fêtards. Moi, j'ai souvenir de ces fameuses soirées à 10 ans à la CIP, pour pas les citer, où Oui, il y avait beaucoup de fêtards, mais c'est fini. on se demandait Franchement, comment ils faisaient le lendemain. Pour te donner un exemple, on a gagné, je crois, à Fribourg, l'année passée, un gros match, ou il y a 2 ans. L'année passée. Et les gars étaient en fête dans le vestiaire après le match, en rentrant à Genève. Et qu'est-ce qu'ils ont? On va au McDo! On va au McDo! Pour eux, ça, c'est la fête, tu vois. Aller au McDo, c'est la fête. À l'époque, c'était pas ça la fête. Mais aujourd'hui, aller au McDo, déjà, pour eux, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que les joueurs sont devenus plus professionnels dans tout. Ils s'entraînent mieux, ils mangent mieux, ils travaillent plus fort, ils sortent beaucoup moins. Donc, c'est plus, t'as plus de vrais fêtards. T'en as toujours un ou deux qui. Les sous-marins, on appelle ça, on les voit pas trop, mais ils font des choses, mais en général, tu vois plus beaucoup. On a la liste des noms. On a la liste des noms, t'inquiète pas. Il y en a quelques-uns, mais c'est plus la même On la chose. donnera. Envoyez un SMS et on vous répondra. Et durant cette période, une bonne quinzaine d'années, il y a forcément des bons souvenirs et puis peut-être des moins bons, voire des beaucoup moins bons. Il y a beaucoup de bons souvenirs, c'est sûr. Il y a des belles rencontres aussi, des gens qu'on a rencontrés. Lesquels? Les gens, par exemple, Quels exemples de bons souvenirs, quels sont été très les bons bons souvenirs. moments? C'est marrant, pour un de mes meilleurs souvenirs, je pense, c'est quand on gagne le match, je sais plus maintenant, peut-être 7 contre Fribourg, 7. à la maison, en demi-finale, je crois que c'était demi, hein. Ouais, demi. Demi, C'est un match. qui reste un grand souvenir, parce que bon, c'est Fribourg déjà. C'est contre peut-être les Fribourg. quarts de finale. Ah, Blaise. C'était peut-être Oui, on perdait 3-1 dans la série. C'est Exactement. ça, ouais. On gagne. Et il y a ce moment-là, il y a quand on bat Zug aussi en play-off. Et après, il y a le maintien contre Zurich. C'est bizarre parce que c'était un match de play-out. Mais on s'attendait, tu vois, tu joues contre Zurich au premier tour des play-out, ça va quand même être compliqué. Zurich, ils étaient revenus pas mal en fin d'année. Et tu gagnes, on a gagné assez facilement, je sais plus, 4-2, je crois, quelque chose comme ça. Et la victoire, c'est un grand moment. Et c'est marrant parce que c'était un grand moment pour tout le monde à la fin. C'est comme si on avait gagné un titre, quoi. Dans le vestiaire, tout le monde était hyper joyeux. Soulagé. Ouais, c'est fou, c'était vraiment comme si on avait gagné, quoi. Je pense que c'est le sentiment le plus proche que j'ai eu avec le club d'être champion, finalement, je crois. C'est ce moment où Ouais, c'était vraiment cool. C'était un beau moment. Donc, t'es le champion des perdants, mais on était bien, quoi. T'es champion quand même. Le meilleur des moins bons. Mais après, il y a beaucoup de beaux souvenirs. Il y a des victoires, il y a des... Et Louis, alors, le meilleur souvenir avec le club? C'est le jour où il m'a rencontré. Alors, le deuxième meilleur souvenir avec le club, après la rencontre? Deuxième meilleur souvenir, je dirais notre match numéro 7 à Berne, où on a perdu le retour au Vernet. J'avais oublié celui-là. Ça, c'était grandiose. On était... il y avait les motards Il y avait Marc Rosset qui était là. de Marc Rosset qui était à l'aéroport, qui nous ont escortés jusqu'au Vernet. De Aligro jusqu'au parking des Vernets, ça a dû prendre 25 minutes à pouvoir se diriger à travers la foule, mais dans le bus. Et puis, l'arrivée après au Vernet, je me rappellerai toujours, il y a Paul Savary qui disait, mais ils savent qu'on a perdu le 7e match. Il avait dit au micro, si jamais, les gars, on n'a pas gagné. Hein. On n'a pas gagné. C'était bon, c'est vrai, j'avais oublié ce moment, mais c'est vrai que c'était bien aussi. Ouais. C'était le 7e match de la finale? Ouais, qu'on avait Huit perdu. ans. En 2009? Bon, bien 2010? 2010. On perdait aussi dans la série 3-1. On était revenu à 3-3. On avait perdu... Et avec le fameux but de Thomas Doruns, Le Airhook. Ouais. Exactement. Airhook. la cuillère, comme on peut Le but de Rubin aussi, à quelques secondes de la fin dans le Il y match avait eu la 6. suspension à Salmelainen aussi cette année-là. Attention, alerte rouge, on est en train de prendre un coup de vieux. Ouais. Ça, c'était un bon... C'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir, ça. Ce qui est drôle, c'est que quand les gars rentrent au vestiaire, rentrent dans le hall des Vernets pour voir les fans, nous, on rentre au vestiaire pour ramener les sacs des joueurs. Et il y a Elliot Antonietti qui devait avoir, je sais pas, 15-16 ans, et qui était là pour nous aider à défaire les sacs. Et aujourd'hui, je pense qu'il viendrait même pas avec nous, quoi. Tu vois, il a vieilli lui aussi. Il avait pas la barbe encore. Donc c'est vrai, Ah plein de ouais, moments, ouais. Tu peux la raser, là, pour les prochaines playoffs. Une fois, il l'a Il l'a- fait, je crois, non? Il a rasé l'année passée, ouais. L'année passée, il a rasé. Messieurs, j'espère qu'on se racontera plein de meilleurs souvenirs de cette fin de saison 2018-2019. Et merci infiniment d'être venu passer du temps avec nous pour Ici c'est Genève, ici dans le studio de OneFM et de OneTV. Merci messieurs. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup Blaise Bugil. Merci Lionel. On se donne rendez-vous dans un mois. Et puis comme Louis le disait, hein, il y a 7 points d'écart, j'ai vu, entre le numéro 3 et le numéro 9. Donc 7 points d'écart alors qu'il ne reste plus que 15 matchs. Donc tout est possible. Je sens que ça va être précieux cette fin de saison. À bientôt. Merci à tous.